Bonjour à tous. On va commencer. Écoutez, merci de votre participation et bienvenue à ce quatrième webinaire du cycle géopolitique et écologie qui va donc porter sur l'accord récent UE-Mercosur et donc avec nos deux invités habituels, Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique, et Édouard Godot, spécialiste des questions européennes. Je pense qu'on va commencer, on est déjà 25. Donc, du coup, je vais commencer par un petit peu poser une première question à Édouard, de nous rappeler un petit peu l'historique de cet accord et pourquoi il est signé maintenant, après des années de discussion. Voilà, nous rappeler un peu le contexte général pour commencer. Merci beaucoup Mathilde. Je vais vous rappeler le contexte général et puis je vais partir ensuite pour lire un peu les enjeux qui nous se présentent à nous aujourd'hui, du rebondissement, du plot twist absolument surprenant pour beaucoup, mais pas tant si on regarde les dynamiques du vote le 21 janvier dernier. Alors, ce qu'il faut savoir, mais ça a déjà été longuement rappelé, c'est que cet accord avec le Mercosur est un vieil accord. C'est un accord qui a été négocié, qui est entré en négociation depuis 1999. D'ailleurs, fun fact, à l'époque, le Venezuela faisait partie du Mercosur. Il se trouve que, évidemment, le Venezuela n'est plus dans le Mercosur depuis la révolution bolivarienne de Chavez. Il n'empêche, enfin, il est suspendu du Mercosur. Il n'empêche que, voilà, nous avons affaire à un vieil accord. Je reviendrai peut-être sur cette dimension temporelle parce que c'est un accord qui appartient à un autre temps, le temps du consensus de Washington, le temps du libre-échange triomphant, le temps aussi d'une époque où l'Union européenne était, là aussi, fun fact, dominée intégralement dans ses 15 États membres, à quelques exceptions près, par la social-démocratie alliée aux écologistes, ce qui n'est pas tout à fait non plus innocent, il faut le rappeler. Et puis, je voudrais en revenir, parce que les péripéties, là, je vais certainement pas rentrer dans les péripéties des négociations, d'abord parce que je les connais pas toutes, et puis parce que 25 ans, ça nous mettrait vraiment beaucoup trop de temps à tout résumer. Mais je voudrais revenir, parce que c'est très représentatif de ce qui s'est passé ces 25 dernières années et des modifications dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, sur le vote au Parlement, donc le 21 janvier dernier. Il faut savoir donc que ce qui a été voté au Parlement européen, c'est une résolution à très courte majorité, hein, une dizaine de voix à peu près, qui demande à la Cour de justice de l'Union européenne la compatibilité de l'accord du Mercosur avec le droit européen et qui demande cette compatibilité sur trois points. Là aussi, c'est intéressant de souligner que le Parlement européen aurait très bien pu se dispenser de cette saisine extrêmement lourde, puisqu'il faut une majorité relative au Parlement européen, pardon, une majorité simple au Parlement européen. Il aurait pu demander à ses propres services juridiques de le faire, mais il a refusé de le faire. Donc, les opposants et ceux qui avaient des doutes sur la légalité et le problème et des problèmes avec certaines dispositions de l'accord ont fait cette saisine. Le premier point, et c'est pas un petit point, il est très important, c'est la scission du texte. Comme vous le savez certainement, et sinon je vous le rappelle, la Commission européenne a le monopole des négociations et de tout ce qui va avec, pas du mandat bien sûr, elle a un mandat des États qui est plus ou moins approuvé par le Parlement européen, mais elle a ensuite carte blanche dans ce mandat pour mener les négociations. Et c'est la Commission qui gère ces négociations et l'accord commercial, si une fois qu'il est conclu, doit être ratifié au niveau européen, c'est-à-dire par une majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne, majorité qualifiée donc 55% des États, 65% des populations, et au Parlement européen qui donne son accord ou pas. Mais ça, c'est uniquement pour les accords commerciaux. Si l'accord est mixte, c'est-à-dire s'il y a dans l'accord une dimension politique, généralement des accords de coopération, des accords aussi de règlement d'arbitrage et autres, alors cette dimension politique, elle, c'est un accord mixte, doit être ratifiée à l'unanimité des parlements nationaux, en plus de la ratification par le Conseil de l'Union européenne et par le Parlement européen.
Si vous avez un peu de mémoire, vous vous souviendrez que cette ratification, par exemple pour l'accord avec le Canada, le CETA, n'était pas allée de soi, puisque un État membre s'était retrouvé coincé par un parlement régional de cet État membre, parce que c'est un État fédéral, c'est la Belgique, et pendant plus d'un an et quelques, un an et demi je crois, le Parlement wallon avait bloqué la ratification par la Belgique de l'accord avec le CETA pour principalement obtenir un certain nombre de garanties et puis aussi pour comment dire, la magnifique mise en scène du pouvoir personnel à l'intérieur de la Belgique de son président Paul Magnette. Il n'empêche, c'est très important de le souligner parce que il y a beaucoup de confusion qui est faite au niveau de ces ratifications, de ces processus de ratification en France, parce qu'on n'est pas toujours au courant de ces subtilités qu'on trouve trop byzantines et qui pourtant sont des subtilités juridiques assez importantes. Donc le premier point sur lequel la résolution porte, c'est la scission du texte. Le texte de la résolution considère que la scission de l'accord entre un accord commercial et un accord politique ne respecte pas le mandat initial qui aurait dû être un accord global. La deuxième, le deuxième point de la résolution, c'est le principe de précaution. Il y a effectivement, et je pense que là, Lucille va beaucoup revenir dessus, donc je ne vais pas m'éterniser, il y a beaucoup de doutes sur la capacité de cet accord et de ces échanges à nous maintenir dans les ambitions écologiques et les ambitions en particulier des accords de Paris auxquels l'Union européenne et les pays du Mercosur sont censés souscrire. Et le troisième point, et c'est le plus important parce qu'il est tout à fait, il a une histoire aussi, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de rééquilibrage. Alors le mécanisme de rééquilibrage, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas tout à fait nouveau. Il y a dans les accords de commerce nouvelle génération, donc ceux qui, grosso modo, sont conclus par l'Union européenne depuis la fin des années 90, début des années 2000, des règlements d'arbitrage qui ne passent pas par l'OMC, des règlements d'arbitrage qui dépendent en fait des cours particulières mises en place, des tribunaux particuliers mis en place dans le cadre de ce traité. Si vous vous souvenez de l'opposition qu'il y a eu au TAFTA, hein, au TTIP, le Transatlantic Trade and Investment Partnership, qui était le grand marché transatlantique, qui était en discussion à la fin du dernier mandat de José Manuel Barroso entre 2013 et 2014 et qui a échoué parce que les conditions politiques n'étaient plus remplies, eh bien il y avait dedans un fameux ISSD qui était en fait un tribunal arbitral qui permettait aux compagnies qui s'estimaient lésées par la législation entreprise par l'autre partie de poursuivre cette législation auprès du tribunal et d'éventuellement gagner à leur cause et donc de faire reculer ces législations. Vous en avez un exemple qui ne nous concerne pas, nous, Européens, mais qui est tout à fait illustratif de ce genre de choses, qui est lorsque Philip Morris a attaqué l'Australie sur sa législation anti-tabac en disant que les investissements de Philip Morris en Australie étaient menacés et donc c'était absolument inique. Soit dit en passant, et ça aussi c'est un fun fact, vous le savez peut-être, sinon je vous l'apprends, tous ces tribunaux, tous ces tribunaux d'arbitrage datent de l'époque où nous tentions, nous, bloc de l'Ouest, de faire du commerce avec le bloc de l'Est, et il y avait la grande crainte d'une nationalisation, bloc de l'Est et tiers-monde, excusez-moi, puisqu'on est dans les années 70-80, il y avait la crainte d'une nationalisation, donc d'une perte sèche d'investissement. C'est de là que ça vient. C'est là que ça revient. Donc, on n'était pas exactement sur la même situation de tribunal d'arbitrage. Il n'empêche que c'est exactement dans la lignée de ces tribunaux d'arbitrage, ensuite révisés pour le CETA, c'était l'une des revendications du Parlement wallon, mais aussi révisé pour cet accord Mercosur, qui pose problème et qui peut poser un problème de compatibilité avec le droit de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que d'abord, il a un effet rétroactif. Alors rétroactif pour 2024, mais rétroactif quand même. Donc ça, c'est déjà un premier problème juridique. Et puis surtout parce que, en fait, il est formulé d'une façon assez étrange, qui dit que les parties ne peuvent pas prendre de décisions qui mettraient en cause ou qui mettraient en danger les intérêts économiques de l'autre partie. Autrement dit, si demain le Brésil décide de fermer ses marchés publics de la construction et de les réserver uniquement à des PME, c'est-à-dire de condamner Bouygues, Vinci et je ne sais encore trop quelle grande entreprise européenne, eh bien évidemment l'Union européenne pourrait tout à fait avoir gain de cause devant ce tribunal. Mais évidemment, si
l'Union européenne décidait d'appliquer les fameuses clauses de sauvegarde qu'elle a prétendument mises en place pour apaiser la colère agricole, il a de fortes chances que le Brésil ou l'Argentine ou même les 4 pays du Mercosur montent au créneau et contestent ceci devant cette juridiction. Autrement dit, on aurait un problème puisqu'il n'y aurait plus la possibilité, et même non seulement de respecter l'accord, mais surtout de continuer à délivrer des politiques publiques de ce type-là. Donc, vous voyez, là, il y a un sujet autour de la ratification et qui pose des tas de problématiques sur lesquelles on va revenir, mais qui sont très intéressantes parce que ça va nous permettre, je l'espère, de sortir du cadre extrêmement étroit du débat franco-français sur savoir si oui ou non la France a gagné ou perdu quelque chose avec le Mercosur, ce qui me paraît être très intéressant pour un certain nombre d'acteurs, mais totalement inintéressant au regard des enjeux géopolitiques qui se posent aujourd'hui à l'Union européenne. Merci beaucoup, Edouard, pour toutes ces précisions sur le mécanisme et ses limites. Moi, je vais donc du coup donner la parole à Lucille en demandant, finalement, quel est l'essentiel du débat actuel sur les enjeux, enfin le fameux principe de précaution dont a parlé Édouard, les conséquences environnementales potentielles de cet accord, et du coup, qui explique la colère des agriculteurs, mais comment on peut mettre ça dans une perspective globale? Oui, merci Mathilde, merci à vous tous d'être là. Avant de répondre à ta question, il me semble peut-être intéressant de revenir sur ce qu'est ce Mercosur, puisque, vous savez, c'est un accord qui a été signé entre différents pays d'Amérique latine en 1991. Donc, en sont membres l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie les a rejoints assez récemment, en 2023, si je ne me trompe. Donc, en fait, c'est un ensemble, enfin, c'est une union qui d'ailleurs va au-delà, enfin, qui d'abord repose sur le libre-échange, mais aussi repose sur une forme de coopération économique et politique. Et ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir en tête que ce n'est pas l'ensemble de l'Amérique latine qui est concernée, mais effectivement que deux grandes puissances en sont membres, le Brésil et l'Argentine. Ensuite, ce qui est intéressant, me semble-t-il, et Edouard l'a abordé, c'est comme moi, en écoutant Edouard, je me disais, mais on pense aussi dans cette longueur des négociations et de ces négociations qui n'aboutissent pas. Je vous rappelle que pendant longtemps, l'idée que la Turquie puisse être membre de l'Union européenne, enfin ce genre de choses, c'est-à-dire que l'Union européenne a aussi cette capacité à s'engager dans ces processus qui n'ont pas d'issue, ou qui en tout cas, dont l'absence d'issue évidente, ou l'absence de perspective évidente, montre aussi l'évolution géopolitique du monde et l'évolution, au fond, du projet européen. Je pense que c'est deux choses. Et donc ça me semble important à dire, parce que quand depuis 20 ans, on négocie un accord et qu'on n'y arrive pas, c'est pas seulement qu'il y a un problème de commerce, comme l'a dit Edouard, c'est aussi parce qu'il y a un sujet sur, au fond, ce qu'on souhaite comme partenaire. Comme tu le disais, Edouard, c'est aussi un ensemble. Il y a la question de l'accord de coopération. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces pays, ces grands pays émergents, ces BRICS? Qu'est-ce qu'on veut faire avec eux? Et ça, c'est une question qui évidemment dépasse la question du libre-échange. Je rappelle aussi que lorsque la guerre a commencé, lorsque la Russie a engagé la guerre en Ukraine, la première chose qu'a proposé l'Union européenne, c'est est-ce qu'au fond l'Ukraine pourrait devenir membre de l'Union européenne, ce qui est une réponse économique et commerciale qui soulevait des tas de questions, mais qui au fond essayait d'être une réponse politique sans la nommer. Et au fond, on est dans ce contexte aujourd'hui où cette question de l'accord avec le Mercosur de l'Union européenne, pourquoi est-ce que ça pose tant de difficultés pour savoir si on est contre ou on est pour? Parce qu'on sent bien que sur cet accord commercial, il y a quelque chose qui se joue qui n'est pas commercial. Alors, par rapport à ta question, Mathilde, moi je voulais rappeler qu'il y a eu une première grande étape en 2019 qui était la signature de l'accord, et puis que finalement ça n'a pas abouti parce que justement un certain nombre d'États, et la France au premier chef, s'y sont opposés pour des raisons qui effectivement tiennent à la mise en œuvre, comme le rappelait Edouard, du principe de précaution. Principe de précaution essentiellement autour des normes phytosanitaires, de la question des pesticides, de l'importation qui aurait été autorisée de produits, on pense essentiellement au bœuf aux hormones en fait, qui auraient été autorisés alors qu'ils sont contraires à la législation européenne, et que comme l'a dit Edouard,
au fond, on peut mettre en place des contrôles, mais est-ce qu'il faut mettre en place des contrôles systématiques? C'est-à-dire à chaque fois qu'on apportera du bœuf brésilien, se dire qu'on contrôle, ça reviendrait très cher. On voit pas trop l'intérêt sur le plan économique et commercial. Je voulais rappeler là-dessus qu'il y a déjà eu un épisode, en fait, à l'été 2024, où un contrôle sur les importations de bœuf brésilien, et on n'a pas encore cet accord avec le Mercosur, parce qu'il y a déjà des importations, a abouti à constater l'absence de possibilité de traçabilité des hormones qu'il y aurait dans ce bœuf, et donc la suspension des exportations de bœuf brésilien à l'automne 2024. Donc, on peut en tirer des conclusions inverses. On peut dire, bah, regardez, on est capable de contrôler et le Brésil a été obligé d'interrompre ses exportations. Ou on peut dire, bah, regardez, ils sont prêts à exporter chez nous du bœuf aux hormones et au fond, le consommateur va être floué pour des raisons de santé et les agriculteurs européens vont être floués en termes de capacité, enfin de marché. On va pratiquer le deux poids, deux mesures. Donc ça, c'est en tout cas un épisode qui doit nous alerter et qui montre que aujourd'hui, la mobilisation des agriculteurs, elle peut reposer aussi sur des éléments très factuels, pas seulement du fantasme. Par rapport à ta question, Mathilde, sur la crise agricole, effectivement, on en a déjà parlé d'ailleurs dans le cadre de nos webinaires, en rappelant qu'à partir de 2023, la crise, enfin, les revendications des agriculteurs, leur indignation, leur colère, est progressivement montée, à mesure d'ailleurs qu'on était en train de renégocier la PAC. Donc, ce qui me semble important, c'est de dire que aujourd'hui, dans la mobilisation des agriculteurs contre le Mercosur, il y a aussi une inquiétude qui est interne, qui relève de l'évolution de la PAC et de la capacité, au fond, à faire évoluer ce modèle d'une politique agricole commune conçu à la fin des années 50, qui est un modèle d'agriculture exportatrice qui favorise les grandes exploitations, où le régime de subvention n'est pas égalitaire selon les produits concernés. Si vous êtes un céréalier ou un betteravier, vous recevez beaucoup plus parce que le système de subvention est fondé sur la superficie des exploitations. Si vous êtes un éleveur de vaches laitières, vous recevez beaucoup moins. Si vous êtes un vigneron, vous recevez pas tant que ça, mais vous avez des appellations d'origine contrôlée qui vous permettent d'exporter avec des prix garantis finalement, puisqu'on paye la qualité, on paye la réputation. Donc on a une PAC qui est déjà profondément inégalitaire et qui aujourd'hui, par rapport à ce qu'est le monde agricole, qui est aussi, comme le montrent toutes les analyses de l'INSEE en France, un des mondes les plus inégalitaires. C'est la profession où il y a le plus d'inégalités entre les différentes catégories d'agriculteurs. Donc il y a une inquiétude qui n'est pas liée évidemment seulement à l'accord avec le Mercosur. Mais évidemment que cet accord avec le Mercosur intervienne alors même que les inquiétudes des agriculteurs n'ont pas pu être satisfaites, malgré, je le rappelle, de très nombreux renoncements en termes justement de principes de précaution, de principes de santé, etc. C'est un sujet et au fond, on voit bien que ce qui est intéressant sur la mobilisation des agriculteurs, c'est que là, elle peut résonner avec la préoccupation des consommateurs. Moi, c'est un truc dont je voulais parler parce que, à l'inverse de ce qui s'est passé sur la pétition contre la loi du plomb, où là, on avait le sentiment que pour calmer les agriculteurs, on avait en fait sacrifié la santé, l'alimentation des Français. Il y a sur l'accord, sur la mobilisation contre l'accord avec le Mercosur, le sentiment qu'on peut voir se rejoindre les préoccupations de santé et les préoccupations de garantir le revenu des agriculteurs. Et ça explique pourquoi, unanimement à l'Assemblée nationale, tout le monde était contre l'accord avec le Mercosur. Alors même que, comme l'a esquissé Édouard, on peut se poser la question de est-ce que cet accord mérite tant d'indignité, mais ça correspond bien au fait que depuis maintenant 3 ans, il n'y a pas eu de réponse réelle à la colère des agriculteurs sur le plan de la transformation de la PAC et de la possibilité de leur garantir un niveau de revenu qui soit cohérent selon même et surtout si on est un petit agriculteur avec des produits qui ne sont pas des produits d'exportation sur le marché mondial. Ça a été dit aussi, au fond, lorsqu'on dit les agriculteurs et le Mercosur, c'est pas égal selon les catégories. On sait que par exemple, notamment les viticulteurs, les producteurs de fromage peuvent y trouver un bénéfice parce que les appellations d'origine contrôlée seront garanties. On sait qu'on pourra exporter davantage. On sait que, par exemple, le cognac français, qui a beaucoup souffert dans la période récente, peut y trouver des nouveaux débouchés.
Mais il y a un vrai sujet sur la viande, il y a un sujet sur certains produits laitiers, etc. Si je peux me permettre juste de compléter ce que vient de dire Lucille pour compléter le panorama, elle a tout à fait raison d'insister sur les inégalités et surtout la diversité des situations des agriculteurs. Il y a plusieurs éléments qui viennent à l'appui de ça. Le premier, c'est que ce sont maintenant, aujourd'hui, à l'exception des agriculteurs irlandais, uniquement les agriculteurs français qui sont mobilisés sur le Mercosur de la façon dont ils le sont. La colère agricole sur l'ensemble de l'Union européenne, effectivement, a trouvé comme expression le Mercosur et un certain nombre d'éléments sur les contraintes du Green Deal, mais partout ailleurs, il y a plein d'autres raisons à la colère agricole. En Pologne, en Hongrie, en Roumanie, c'était à cause justement, non pas du Mercosur, mais des facilités d'exportation de l'Ukraine. En Allemagne, c'était à cause de la fin de la prime diesel. En Italie, c'était aussi une histoire d'énergie. En Irlande, il y avait tout ça, mais il y avait en plus effectivement le Mercosur, parce que l'Irlande est un producteur de bœuf. Finalement, en fait, ce sont les principaux producteurs de bœuf qui sont aujourd'hui concernés, parce que si vous regardez les volumes, en termes de volume, je suis allé regarder les 100 000 tonnes, de 99 000 tonnes de bœuf que le que le Mercosur peut envoyer dans l'Union européenne, représente 1,6% de la production de l'Union européenne. C'est marginal. Mais pour un certain nombre de pays, c'est un peu plus, surtout si c'est des produits dits de qualité, ou en tout cas qui sont sur les segments de qualité. Pour les volailles, c'est 180 000 tonnes, ça fait 1,4. Pour le sucre, 1,1. Donc vous voyez, on ne met pas véritablement en danger l'agriculture européenne. En revanche, en revanche, on fragilise certaines agricultures qui elles-mêmes étaient déjà fragilisées, et l'agriculture française en fait partie, sauf que ce n'est pas le Mercosur qui a fragilisé l'agriculture française, c'est effectivement un certain nombre de choses sur la PAC, mais ce n'est pas non plus notre sujet majeur. Donc il y a vraiment cette inégalité, elle n'est pas simplement entre les agriculteurs à l'intérieur du pays, elle est aussi sur l'ensemble des agriculteurs européens et des filières. Et il ne faut pas perdre de vue ça, parce que c'est aussi ça qui fait que la France a perdu sa minorité de blocage. Parce que finalement, la Pologne ou l'Italie ne se sont pas retrouvés exactement sur les mêmes fragilités et donc peuvent se permettre de compenser les fragilités qu'elles vont avoir sur ce genre de segment par d'autres gains. Et dernier point, le CETA, donc l'accord avec le Canada, a été extrêmement bénéfique à l'agriculture européenne et en particulier aux appellations d'origine dont Lucille vient de parler, au fromage français, au vin, au cognac, etc. Donc, encore une fois, le problème que nous avons avec la colère agricole, et ça on en a déjà beaucoup parlé et on en reparlera très probablement, c'est l'extraordinaire distorsion de réalité que nous avons dans la représentation des intérêts de cette agriculture aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette précision. Ça répond partiellement à la question justement des dissensions entre les pays européens et des différents motifs de colère. Là, j'ai deux questions. J'ai une question un peu plus précise au niveau des processus. Quelles sont ces fameuses clauses de sauvegarde, mécanismes de rééquilibrage dont on entend parler, mais je pense dont pas mal de gens ne connaissent pas le contenu exact? Et j'ai une deuxième question qui est, donc répondez dans l'ordre où vous voulez, qui est la pression des enjeux géopolitiques mondiaux sur ces négociations. Enfin, je veux dire l'influence disons la première question qui est plus technique, si vous avez une réponse. Non, mais j'ai compris, ça me fait rire parce que on n'a que 1 heure et demie. Lucille, tu veux commencer, je vois. Allez. Non, moi je pense que par rapport à la question technique de la mise en œuvre des clauses de sauvegarde, ça signifie en fait suspendre la possibilité pour le Brésil d'exporter. Et ça a toujours existé dans la politique commerciale de l'Union européenne. Simplement, le problème essentiel, c'est de réussir à se mettre d'accord. Et donc, si tu veux, la question du déclenchement, c'est pas une question technique, c'est une question politique. Et on voit bien que, compte tenu de ce qui s'est passé là sur les difficultés de conclure l'accord, de ce qui s'est passé au Parlement européen, une des inquiétudes qu'on peut avoir quand on est français, c'est est-ce que si l'accord entre en vigueur, est-ce que vraiment on va actionner les clauses de sauvegarde? Ce qu'il y a de sûr, c'est que d'une certaine manière, quand je lisais différentes choses là sur entre le début des négociations de l'accord et les protocoles additionnels qui ont été mis en place à partir de 2019,
certain nombre d'observateurs disent, mais si on avait su que l'accord allait être à ce point complété, eh ben, il fallait le signer tout de suite. C'est-à-dire qu'en tout cas, il ne faut pas oublier que le contenu de l'accord a été substantiellement amélioré sur la reconnaissance des questions environnementales. Mais c'est toute la difficulté aujourd'hui du droit et de la réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met des clauses de sauvegarde, on met des clauses miroirs, on reconnaît les appellations d'origine contrôlée, où on fait des quotas d'importation de bœuf qui sont très limités par rapport à l'ensemble de la consommation de bœuf sur le marché européen. Tout le sujet, c'est en quoi est-ce qu'on est prêt à montrer les dents, en quoi est-ce qu'on va se mettre d'accord pour actionner des clauses de sauvegarde lorsque le Brésil grimpera au rideau et que l'Argentine s'associera au Brésil. Donc je pense que la question, c'est est-ce que l'Union européenne est prête à avoir une politique commerciale agressive de la même manière qu'aujourd'hui Trump met en place une politique commerciale agressive. Il y a un enjeu de culture politique par rapport, moi j'ai beaucoup travaillé dans un passé lointain sur la question des subventions à l'exportation, sur la question des entraves non tarifaires à l'importation, comme l'Inde est une championne, par exemple, de ce genre de truc. J'ai jamais vu l'Union européenne être championne de ce genre de choses. Et donc, il y a une question de modification de la culture politique de l'Union européenne pour actionner des outils commerciaux qu'elle a en place et qui sont compatibles, dans ce cas précis, avec l'Organisation mondiale du commerce. Je voudrais dire une chose, c'est que aujourd'hui, dans la justification de signer ce traité, il y a toute l'idée qu'il faut refaire du multilatéralisme, refaire des choses qui soient compatibles avec l'OMC, prendre le contre-pied de Trump, etc. Bah, pas forcément, parce que l'OMC est quand même extrêmement faible, que d'une certaine manière, se référer à ce genre de règles aujourd'hui, ça peut donner le sentiment qu'on n'est pas prêt tout simplement à défendre l'intérêt de ses producteurs. Et donc, il faut évidemment avoir des règles communes. On ne peut pas être dans un comportement à la Trump, mais on ne peut pas non plus, comme ça a été beaucoup dit, être les poules avec le renard dans le poulailler. Donc, toute la question, c'est, au fond, quel est le juste équilibre à trouver dans cette période de transition pour l'Union européenne, dans l'idée qu'elle puisse redevenir, enfin, ou devenir une puissance, en utilisant ces outils commerciaux. On voit qu'elle a envie, on a beaucoup parlé de la signature de l'accord avec l'Inde. Je pense que tout le monde a un peu débarqué sur cette question de signature d'un accord avec l'Inde, parce que, bon, comme je le disais, l'Inde, de longue date, c'est quand même un pays qui ne veut pas ouvrir son marché. Ben, ce qui se passe, pour commencer à répondre à ta question, c'est que le changement de contexte géopolitique amène à considérer qu'aujourd'hui, la signature d'accords commerciaux est une façon de faire contre-pied à Donald Trump, sans pour autant fourbir les armes, mais en lui signifiant que tout ce jeu sur les droits de douane, parce qu'il a tout de suite utilisé, je vous rappelle, depuis ce deuxième mandat, les droits de douane comme une arme commerciale. On a pris l'habitude aujourd'hui, mais ça fait 1 an, et au fond, au début, quand il a commencé à utiliser ça, on s'est demandé si ça allait marcher, et on s'est demandé comment ça pouvait être vraiment une arme géopolitique. Et puis c'est devenu l'arme favorite de Donald Trump, et en référence à toute l'histoire des États-Unis, à McKinley, etc. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette situation où l'Union européenne peut se dire légitimement, je suis une grande puissance commerciale, j'ai à ma disposition un certain nombre d'outils que je pourrais utiliser. Le seul sujet, c'est que, par exemple, Ursula von der Leyen, je voudrais le rappeler, a été quand même signé l'accord sans en avoir parlé aux États membres à l'avance, parce qu'elle craignait, au fond, qu'il y ait une levée de bouclier, notamment de la France. Donc, on est dans une situation où aujourd'hui, pour que l'Union européenne assume ce qu'elle est, il faut que la Commission cache la copie aux États membres. Donc, vous voyez bien que cette question d'articulation entre une projection de puissance externe et le fait de transformer la culture intérieure, la culture interne de l'Union européenne est aujourd'hui le principal sujet, me semble-t-il. Et puis, je voudrais terminer en disant un truc, c'est que j'ai lu plusieurs articles disant que la France avait perdu en pouvoir d'influence en s'opposant au Mercosur, qu'Emmanuel Macron n'avait pas le choix, que ça montrait sa faiblesse politique interne, etc. Bon, ça, j'en sais rien. Mais on voit bien que ça crée aussi des remous ailleurs. Vous avez peut-être vu que un grand nombre des Verts, des députés Verts européens se sont associés donc au vote concernant la saisine de la Cour de justice, et que ça crée des remous internes parce qu'il y a une élection en Bade-Wurtemberg, une élection régionale, et que c'est un grand État, le Bade-Wurtemberg, un grand État automobile, et que Winfried Kretschmann, qui dirige cet État, a tout de suite dit « mais moi, je suis pour le Mercosur ». Donc on n'a pas fini aujourd'hui de vivre ce moment où en fait, c'est pas simple d'avoir un avis sur cet accord parce qu'il a une portée géopolitique,
Il a objectivement beaucoup de limites. On va en parler, je pense, sur la question de la déforestation notamment et sur la question du principe de précaution phytosanitaire. Il entraîne va entraîner des difficultés pour les producteurs de viande européens qui sont déjà en difficulté, en grande difficulté, mais il est aussi un outil de puissance. Oui, c'est très juste. C'est très amusant parce que finalement, la réaction de Kretschmann confirme bien le truc de cette espèce de slogan qui est voiture contre bœuf, quoi. Autrement dit, industrie allemande contre agriculture française. C'est évidemment un raccourci. Il y a aussi de la voiture française, et il y en a beaucoup. Et il y a un peu d'agriculture allemande aussi. Donc évidemment, on ne peut pas être aussi lapidaire dans l'analyse des choses. Il est certain qu'en revanche, le poids de l'automobile allemande auprès du gouvernement allemand est à peu près comparable à celui de la FNSEA et sur le gouvernement français. Donc chaque gouvernement choisit aussi ses batailles. Et ça, c'est pas tout à fait rien aussi en termes de politique intérieure. Il y a plusieurs choses dans tout ce que dans la question que tu poses, Mathilde, et dans la façon, pardon, et dans les premières réponses de Lucille, qui nous ouvrent, enfin, ça nous ouvre plusieurs points. Le premier sur lequel il faudrait peut-être qu'on rappelle et cesser de se regarder évidemment le nombril uniquement de notre côté, c'est que du côté Mercosur, la ratification n'est pas acquise. Tout simplement. Il y a un certain nombre de pays, le Brésil par exemple, qui ont dit que les clauses de sauvegarde, bah, ils voulaient pas, enfin, c'était pas prévu, c'était pas exactement comme ça qu'ils voyaient les choses, et qu'ils trouvaient que c'était un mauvais coup fait à l'entente qui était derrière. Il suffit qu'un des pays du Mercosur le ratifie, le Paraguay ou l'Uruguay au hasard, pour que le fameux traité entre en vigueur pour autant. Cela dit, ça ne préjuge ni de la ratification finale du côté Mercosur, ni de la ratification finale côté européen, évidemment, surtout si la saisine obtient gain de cause et donc force l'accord à être entièrement considéré comme un accord mixte et non pas comme un accord en deux parties. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les remarques sur l'OMC. Je crois que, Lucille, tu as raison de rappeler que cette espèce de complaisance à l'égard de l'OMC est totalement anachronique. L'OMC, non seulement l'OMC est morte, mais l'Union européenne en a pris acte elle-même. Elle fait des accords bilatéraux. Si on fait des accords bilatéraux, c'est bien que quelque part la négociation multilatérale ne fonctionne plus. Donc il y a bien quand même une espèce de caractère incantatoire du rapport à l'OMC qui est bloqué depuis très longtemps parce que les Américains font les mauvaises têtes dessus, mais aussi très principalement parce que la Chine continue de jouer de l'ambivalence très forte de son statut d'économie émergente alors qu'elle est la deuxième, voire première puissance industrielle mondiale et qu'elle ambitionne de devenir la première et qu'elle continue de s'abriter derrière un certain nombre de dispositions de l'OMC qui étaient là pour protéger les petites économies émergentes et certainement pas les grands BRICS. Dernièrement, le fait même qu'on ne puisse pas reconnaître à la Chine le statut d'économie de marché, c'est bien la preuve que ce n'est plus à l'OMC que doivent se faire nos politiques commerciales, elles doivent se penser autrement en dehors. Donc, je le maintiens, l'Union européenne en a déjà pris acte. Toutes ces références à l'OMC sont des références très sympathiques, mais qui fleurent bon la nostalgie des années 90 de la mondialisation heureuse. Je pense que même à la DG Trade, on n'a pas cette naïveté. En revanche, il y a un nouveau moment qui s'ouvre. Après un moment de restreinte, c'était très intéressant. Tu as raison de rappeler que l'Inde, Lucille, l'Inde, pendant très longtemps, refusait de faire du commerce, mais même pas avec des barrières non tarifaires, mais du commerce tout court. C'était un pays qui restait encore sur la vieille idée d'une autarcie. Moi, je me souviens, j'étais pas bien âgé, mais je me souviens d'être en Inde en 90. Il n'y avait pas de Coca-Cola. Voilà. Il y avait du Macola, c'était aussi dégueulasse, même plus dégueulasse encore que le Coca-Cola. Mais ça montrait bien aussi que les grandes marques de la mondialisation qui allaient bientôt pénétrer l'Inde n'avaient pas encore fait leur office. Aujourd'hui, l'Inde s'ouvre. Elle s'ouvre pour des raisons différentes, des enjeux géopolitiques. Elle s'ouvre aussi parce qu'elle a une plus grande facilité à défendre son marché par ses propres productions et qu'elle a aussi un certain nombre d'atouts à faire valoir en mécanique, dans les services et surtout dans les médicaments. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que l'accord avec l'Inde qui a été conclu, c'est un accord aussi qui est en négociation depuis une vingtaine d'années, donc à peu près toujours la même génération, mais il n'y a pas de produits agricoles dedans. Comme il n'y a pas de produits agricoles dedans, bah, il n'y a pas de problème, effectivement. Il y aura en revanche de la voiture, donc je l'ai dit, du médicament et un certain nombre de choses. Donc tout le monde devrait y trouver son compte, y compris l'Inde d'ailleurs, pour des raisons à la fois économiques, mais surtout, et là je te rejoins totalement Lucille, pour des raisons géopolitiques. Le problème c'est que
la justification, la dernière et la seule justification que nous avons de cet accord avec le Mercosur, c'est une justification géopolitique. Il y a besoin de montrer à Trump qu'il n'est pas maître en son jardin et de montrer à la Chine qu'elle n'est pas le seul acteur économique dans l'Amérique latine. Ok, c'est vrai. Maintenant, quelles sont les limites à la façon dont l'Union européenne le fait? Le problème, c'est que l'Union européenne n'a que cette arme commerciale à sa disposition, et que non seulement elle n'a que cette arme, mais qu'en plus, elle n'a qu'un seul coup dedans, qui est le fait de faire des traités. De temps en temps, elle fait des tarifs. De temps en temps. Elle a mis des tarifs, par exemple, sur l'importation des véhicules électriques chinois. Mais elle l'a fait probablement pour de mauvaises raisons. Elle a eu raison de le faire, bien sûr, mais vous savez, le protectionnisme, c'est comme le cholestérol, il y en a du bon et du mauvais. Si vous faites du protectionnisme avec l'objectif, comme c'était celui, par exemple, de l'Allemagne du Deuxième Reich, ou bien des États-Unis naissants, c'est-à-dire de la fin des années 1800, au tournant du XXe siècle, avec l'objectif de protéger votre industrie naissante pour qu'elle soit capable d'affronter la compétition globale, bah, vous faites du protectionnisme offensif et du protectionnisme qui est tout à fait bienvenu et qui va vous permettre aussi de développer des forces. En gros, vous vous protégez pour vous entraîner à la compétition. Si votre protectionnisme est, et c'est ce que je crains malheureusement, un protectionnisme défensif, parce que vous voulez protéger vos vieilles industries mourantes d'une compétition qui va effectivement les étaler, ce qui est exactement le cas de l'industrie automobile européenne et en particulier allemande, qui sont systémiques. On est quand même sur presque 14 millions d'emplois directs et indirects. On est sur 7 et quelques pourcents du PIB européen. Donc on est sur quelque chose de systémique, du too big to fail. Il n'y a pas que les banques. Et donc là, la panique, parce que dans l'Union européenne, on passe très rapidement de complaisant à paniquer. Et là, la panique qui s'empare des industries automobiles européennes et allemandes en particulier, c'est qu'ils ne sont pas armés pour une compétition globale autour des segments qu'ils ont abandonnés à la Chine, qui sont celui de la voiture électrique de masse. Ben oui, mais en même temps, si le protectionnisme est là uniquement pour rallonger de quelques segments la durée de vie de l'automobile européenne, évidemment l'emploi, c'est pas sans importance, hein, et c'est la raison pour laquelle vous avez une union sacrée quasi allemande sur l'ensemble de la chaîne de production, aussi bien chez les producteurs que chez les syndicalistes, et même chez les Verts parfois, parce qu'ils sont parfois plus allemands que Verts. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Euh, le problème, c'est que si l'objectif, c'est simplement de rajouter quelques segments et quelques années encore de dividendes pour les actionnaires ou de protection pour les banques, ben, on voit bien que c'est juste reculer l'échéance pour finalement s'écraser contre le mur. Là, la Chine a fait à l'Allemagne et à l'industrie automobile européenne exactement ce que un certain nombre de nouvelles puissances industrielles avaient fait au tournant du XXe siècle. Ça s'appelle le saut de grenouille. Autrement dit, vous n'êtes pas compétitif sur un segment industriel, ben vous investissez sur le segment du futur. Et vous pouvez vous tromper, hein, le PAL SECAM en est un bon exemple, ou le Minitel aussi, mais vous pouvez aussi avoir raison. La numérisation des services, c'est un très bon exemple de ça. Et la voiture électrique chinoise, aussi un très bon exemple. Donc l'arme qui est à la disposition de l'Union européenne, qui sont les tarifs, et qu'elle se décide à utiliser de façon extrêmement parcimonieuse et prudente, me paraît tout à fait adaptée, mais j'ai bien peur que nos chasseurs ne soient pas des bons chasseurs, pour garder la bonne et filer la bonne métaphore entre les bons et les mauvais. Peut-être par rapport à ce que vient de dire Édouard, trois choses. Ce qui est intéressant quand on utilise les tarifs, c'est évidemment de pouvoir gagner du temps. Et toute la question, ça c'est un truc, l'histoire économique et du commerce, c'est comment est-ce qu'on peut protéger son marché pour effectivement avoir le temps de modifier sa gamme et de s'adapter finalement à la transition écologique. C'est quand même un enjeu important pour les producteurs, pour les firmes automobiles européennes. On sait que Renault, par exemple, peut se mettre sur le segment de la petite voiture électrique. Ça pose aussi la question, puisqu'aujourd'hui on a tendance à rejeter la Chine, euh, comment dirais-je, en bloc. Ça pose aussi la question qu'on avait vécue avec l'automobile japonaise à la fin des années 80, des joint ventures et de la capacité à avoir des accords dans lesquels on fait voilà, un échange de technologies, enfin l'accès au marché européen pour une implantation, un investissement étranger, un investissement local. Donc, on a vu comment ça avait été le cas avec Toyota notamment. Donc il y a cet enjeu-là qui est au fond comment est-ce qu'on adosse la politique tarifaire à une politique industrielle et à la transition écologique
Et ça, c'est un point évidemment qui a été discuté notamment sur la question de la mise en place de la taxe carbone aux frontières, qui pour le coup est une manière d'associer écologie et politique commerciale et capacité à faire du marché européen un marché, une sorte de rampe de lancement, comme les Chinois l'ont fait justement pour notamment tout ce qui est les ENR, tout ce qui est les voitures, etc. On sait aussi, vous en rappelez, on en avait parlé dans le webinaire sur Belém, on sait aussi que ça a été du coup une discussion qui a eu lieu à Belém, au Brésil, et que vous trouvez, comme je l'avais dit, dans l'accord final de Belém, sur lequel vous avez un article qui parle du fait qui parle en fait de la taxe carbone aux frontières qui préoccupe les pays du Sud, avec l'idée que c'est en fait une barrière tarifaire à l'entrée sur le marché européen. Et ce que dit l'accord de Belém, c'est qu'en fait, s'il y a une distorsion qui est créée et que ça va contre le développement des pays du Sud, il faudra en discuter. Donc, et l'Union européenne a accepté que ça figure dans l'accord final de Belém. Moi, personnellement, je trouve que ça montre que l'Union européenne, à Belém, a eu une position faible et a été assez incapable de défendre, au fond, les éléments de politique intérieure en termes de transition écologique qu'elle était en train de prendre pour, au fond, créer une sorte de politique industrielle européenne, ce qui, je rappelle, est aussi un serpent de mer. C'est-à-dire qu'autant on a développé une politique commerciale d'emblée lorsqu'on a créé l'Union européenne, autant la question d'une politique commerciale est une question qui est posée depuis les origines. Une politique industrielle est une question qui est posée depuis les origines et qui est défendue par la France, mais qui est perçue comme l'idée d'une mainmise des acteurs publics sur les acteurs privés. Et par exemple, l'Allemagne, elle voulait bien faire Airbus, mais c'était hors des institutions communautaires. On pouvait faire les lanceurs de satellites, mais c'était hors des institutions communautaires. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête. Donc la taxe carbone, par rapport à ce que disait Édouard, c'est un peu l'espoir qu'on peut porter d'associer politique industrielle, secteur industriel émergent, nouveaux produits et une vision de politique tarifaire adaptée. Il me semble qu'on n'a pas suffisamment parlé depuis le début peut-être du principal sujet sur les questions écologiques qui pour moi ce sont les enjeux de déforestation. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de principe de précaution, on a parlé du bœuf, mais on a très peu parlé de déforestation, alors que par exemple quand on relit l'accord qui avait été demandé en 2020 d'évaluation des effets négatifs que pourrait avoir cet accord Mercosur, sur Stéphane Ambec, le président du groupe de travail, ou l'auteur du rapport, je ne sais plus, avait clairement mis en avant cette question de la déforestation, en disant que l'accord allait créer de l'ordre de 700 000 hectares de déforestation supplémentaires par an. Le rapport qui a été fait au printemps 2025 de l'Institut Veblen et de Canopé dit que c'était même sous-estimer la dynamique de déforestation qui serait créée par l'accord. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils y ajoutent le fait que avec la perte de productivité des terres, il va falloir défricher de plus en plus et que du coup, on va accélérer la déforestation qui sera déjà mise en œuvre. Alors pourquoi est-ce que cet enjeu de déforestation, je trouve qu'il n'est pas assez mis au centre du jeu? Parce que tout simplement, l'Union européenne elle-même a reculé, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, sur son règlement sur la déforestation importée, sous l'impulsion donc de nouvel équilibre des forces au Parlement européen avec l'association entre l'extrême droite et la droite, le PPE, et du coup, on n'arrête pas de repousser l'entrée en vigueur de ce règlement sur la déforestation, alors qu'à mon sens, c'est quand même le principal sujet. Édouard nous invitait à ne pas regarder trop notre nombril. Effectivement, ce qui est important lorsqu'on regarde les questions de conséquences environnementales sur un accord de commerce, c'est qu'est-ce que ça crée aussi en Amazonie. Qu'est-ce que ça crée pour les Brésiliens, pour les Argentins, pour les Paraguayens, les Uruguayens, etc. Et donc, on sort de Belém, on discute ensemble de ce que peut être une sorte d'état du monde plus écologique, et on oublie que avec cet accord, au fond, les enjeux, ça me fait vraiment rire parce que Lula a fait de la question de la déforestation et de la protection de la forêt un de ses emblèmes. Et puis on voit bien que ça ne le préoccupe pas tant que ça lorsqu'il s'agit concrètement de lutter contre ce genre d'enjeux. On voit bien que c'est les éléments économiques et commerciaux de court terme qui l'emportent. Et je vous rappelle qu'il y a déjà, je ne sais plus quand c'était, mais Lula, lors de son premier mandat, avait pris des positions très fortes contre le bœuf aux hormones, et puis ensuite il était revenu dessus. Donc il y a aussi cette façon dont les dirigeants de ces pays
alors même qu'il vient d'accueillir la conférence de Belém, il s'en fiche de la déforestation. Donc l'Union européenne est aussi renvoyée là-dessus à la possibilité d'intervenir et le fait qu'elle ait repoussé l'entrée en vigueur de son règlement, c'est un vrai sujet. Et peut-être que vraiment le principal sujet sur environnemental, enfin je crois que le principal sujet environnemental sur cet accord, c'est la déforestation. Ouais, Une- non seulement je suis d'accord, mais je pense que c'est malheureusement quelque chose qui vient rajouter encore plus de tensions dramatiques dans la tendance qui a commencé en 2024. Parce que, en gros, le seul et unique moyen que l'Union européenne avait de faire en sorte que sa compétitivité ne soit pas mise en cause par sa recherche de soutenabilité et ses ambitions écologiques, que l'ensemble du monde soit affecté par des normes prises par l'Union européenne, le fameux Brussels Effect, c'était justement de faire en sorte que sur l'ensemble de la chaîne de valeur globalisée que l'Union européenne a contribué à bâtir, puisque c'est aussi des choix qui ont été faits dans les années 90, qui étaient de globaliser les chaînes de valeur pour des tas de raisons, la seule façon qu'elle avait, c'était justement de mettre en place cette réglementation sur la déforestation importée, de mettre en place sa taxe carbone aux frontières et de mettre en place évidemment sa fameuse directive sur la responsabilité sociale et le reporting non financier et le devoir de vigilance. Or, qu'est-ce que nous voyons depuis le début? Nous voyons un détricotage et parfois un abandon en race campagne de toutes ces ambitions les unes après les autres, y compris d'ailleurs sur la CBAM, enfin le mécanisme d'ajustement aux frontières. La France demande par exemple que les engrais qui, comme vous le savez, sont extrêmement énergivores puisqu'ils sont fabriqués, les engrais sont fabriqués à grand renfort d'énergie gazière principalement pour pouvoir synthétiser l'azote. Les engrais coûtent donc très cher. Eh bien, la France a demandé que les engrais soit ne soient pas inclus dans le mécanisme, soit qu'il y ait un mécanisme de compensation parce que c'est très cher pour son agriculture. Donc vous voyez bien que le problème, c'est que le court-termisme pour des raisons tout à fait politiquement compréhensibles et légitimes. Enfin, on ne va pas dire qu'il faut laisser les gens crever, évidemment, mais le court-termisme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et le mode panique, je le répète, on est passé de complaisance à panique, complaisance dans nos propres forces, panique sur nos propres faiblesses, nous met dans une situation absolument intenable où nous sommes en train d'abandonner en race campagne les rares avantages comparatifs et compétitifs que l'Union européenne avait réussi à conquérir, qui était sa maîtrise des green tech, qui était sa maîtrise de la décarbonation des chaînes de valeur, et dont même Mario Draghi a reconnu l'importance en disant que c'était probablement le seul endroit sur lequel l'Union européenne avait encore un avantage comparatif et qu'il fallait absolument qu'elle le préserve. Donc il y a un véritable problème politique, et Lucille, tu avais vraiment raison de l'insister là-dessus. Je pense que tant qu'on aura cette espèce de mode paniqué vis-à-vis de la compétitivité européenne et de incapacité de reconnaître où sont le véritable levier et les véritables capacités de transformation, non seulement chez nous, mais dans le reste du monde, on n'y arrivera pas. Et ça suppose une révision profonde de l'idéologie. Là, il y a un vrai problème idéologique. Et là, je suis d'accord pour faire quelque chose que je me répugne à faire de façon généralisée, qui est de mettre en cause l'idéologie de la Commission européenne. Je trouve que c'est une facilité. En fait, taper sur la Commission européenne, c'est comme taper sur le premier de classe dans la cour de récré. C'est le seul qui ne peut pas se défendre. C'est le seul c'est taper sur le geek à lunettes. Mais sur l'idéologie qui domine à la DG Trade, il y a un énorme problème. Nous restons scotchés sur le consensus de Washington des années 90, dans lequel le commerce va nous amener à la Benjamin Constant, tout ce que nous désirons de la paix et du développement, etc., etc. Or, ça ne fonctionne pas comme ça avec tout le monde. Ça fonctionne peut-être comme ça avec la Corée du Sud, éventuellement avec l'Australie, même si j'en doute, mais ça fonctionne pas avec la Chine, on l'a vu, et certainement pas avec le reste du monde. Donc notre politique commerciale doit absolument être repensée pour être inscrite en toute cohérence avec ce serpent de mer de politique industrielle qui, moi, je sens que ça va peut-être finir par y arriver. Mais le problème, c'est que c'est une idée française et que la France n'est plus en mesure de la porter. Donc ça va probablement bénéficier à d'autres acteurs. Mais l'intégralité, c'est-à-dire politique de production, d'allocation des ressources, aide d'État, budget européen, bref, à nouveau, changer complètement, sortir des silos. Et là, c'est un autre travail qui dépasse de très 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 loin cet accord du Mercosur qui,
effectivement est un accord d'un autre âge, mais qui est totalement secondaire et marginal par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Peut-être juste une petite chose par rapport à... Là, je décentre un peu, mais je voulais revenir à la question du destin des agriculteurs et particulièrement des producteurs de viande ou des éleveurs de vaches laitières. Euh, voilà, on est aussi dans ce contexte de dermatose nodulaire contagieuse. On a vécu depuis maintenant plusieurs semaines cette espèce de crève-cœur, en fait, d'abattage intégral des troupeaux. Et sur ce sujet, donc ça explique aussi combien cette question de la souffrance, parce que on a dit, ben, c'est viande contre voiture, mais il se trouve que viande, en ce moment, on abat les troupeaux, donc c'est un vrai sujet. Donc il y a aussi un précipité de souffrance, hein, me semble-t-il, humaine, animale, enfin je tiens à le dire aussi, par rapport à l'abattage des bêtes. Et on voit quand même que sur cette dermatose nodulaire, je veux dire, l'épidémie était là depuis au moins 2 ou 3 ans. Et on voit, on mesure aussi combien, par rapport à ce qu'on vient de dire, on est en permanence, plus que dans le court terme, dans la réaction d'urgence, dans la capacité à mettre en place des politiques de prévention, de vaccination. Donc, c'est aussi tout ça sur lequel je voulais insister. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il faut modifier la PAC, bon, on parle de la PAC, mais on dit, je crois que ce qu'il faut modifier, c'est tout simplement notre manière de considérer l'agriculture et de faire en sorte qu'aujourd'hui, les politiques de prévention aient toute leur place, que la question des économies, parce qu'on n'a pas les moyens de vacciner ou alors on n'est pas incité à vacciner, ça c'est quand même quelque chose aussi qui est absolument scandaleux. C'est-à-dire que, au fond, tout ce qui se passe autour du Mercosur, c'est un précipité d'autres sujets. Ils sont des sujets donc d'adaptation de la politique agricole de l'Union européenne à une nouvelle situation où en fait l'agriculture concentre des questions sur l'alimentation, sur la santé, sur la capacité à assurer un revenu d'existence correct aux agriculteurs, sur le fait que, comme on l'a montré, la manifestation des étudiants d'AgroParisTech lorsqu'ils ont dit bah, nous, on ne veut pas de l'accord avec le Mercosur parce qu'on ne veut pas de ce modèle d'agriculture, comme si l'accord était responsable du modèle agricole en France. Donc tout ça est un précipité d'autres sujets sur lesquels, en permanence, comme aujourd'hui sur beaucoup de sujets, les politiques, les élus ne cessent au fond de gagner du temps. Donc, en gagnant du temps, on arrive à l'abattage des troupeaux, on arrive aux manifestations agricoles, on arrive à la révolte de la jeunesse qui, au fond, confond cet accord qui a une vraie portée, je pense, stratégique avec la question du modèle agricole. Et ils ont raison, au sens où nous, ce qu'on dit, c'est que on dit qu'on va modifier quelque chose en France et on ne le fait pas. Et en plus, on encourage la déforestation au Brésil. Donc, tout ça me semble aussi très, très, très intéressant. C'est-à-dire que moi, je prends au sérieux cette mobilisation des jeunes d'AgroParisTech parce que je trouve qu'ils nous incitent aussi à penser différemment l'avenir de l'Europe, l'avenir du modèle agricole, la question de réhumaniser le fait d'être agriculteur en France, et puis une sorte de solidarité entre ceux qui sont agriculteurs et ceux qui ne le sont pas. Ça me semble être aussi un point sur lequel on tâtonne depuis maintenant plusieurs années en France, qui est que les consommateurs se mobilisent sur leur santé, les agriculteurs se mobilisent sur leur niveau de vie. Ceux qui parlent pour les agriculteurs ne sont pas ceux qui souffrent d'une baisse de leur niveau de vie. Enfin, il y a aussi dans ce qui se passe là un enjeu très fortement démocratique, de la même manière qu'il y avait eu un enjeu très fortement démocratique sur les mobilisations contre l'accord avec les États-Unis. À l'époque, c'était aussi une sorte d'alliance, parfois improbable, entre des députés européens, des ONG, des consommateurs, des agriculteurs. Cette espèce de capacité à se dire on poursuit peut-être un objectif commun, simplement, trop souvent, c'est un objectif contre, et on n'arrive pas encore à trouver le projet européen qui pourrait correspondre à ça, et puis j'allais dire aussi le projet politique en France. Oui, merci à tous les deux pour vos apports enfin, sur vraiment l'importance de la déforestation et puis, comme a souligné aussi Édouard, cet abandon des, 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 des principes on rejoint un peu ce qu'on avait dit dans le séminaire sur le Green Deal et celui sur Belém, enfin sur la COP 30, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que bah, c'est des reculs de l'ambition environnementale politique environnementale de l'Europe, alors que justement en interne, la population, elle, au contraire, est consciente, que ce soit les étudiants d'AgroParisTech ou les agriculteurs, peut-être pas les plus favorisés, mais les autres,
qui souffrent au niveau santé, revenus, etc. Ben de l'urgence en fait de changer de modèle de production, que ce soit sur le plan agricole ou industriel. Donc, du coup, par rapport à cette note, ben, finalement, au vu de toutes ces réflexions, quelle, euh, quelle marge de manœuvre a maintenant l'Europe et qu'est-ce qu'on peut espérer vers ce Mercosur qui est un accord d'un autre temps, ben, il a quand même franchi une étape. En même temps, tout n'est pas négatif. On a vu que bon, le pourcentage des échanges qui est concerné n'est pas si important, même s'il est important pour certains pays. Mais il y a quand même ces conséquences écologiques prévisibles, voire même sous-estimées, qui sont quand même énormes et catastrophiques. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre au niveau européen pour avancer sur ces sujets-là, environnementaux, par rapport à ces accords-là? Honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de marge de manœuvre. Le Parlement va ou ne va pas finalement. Enfin, la Cour de justice donnera son avis j'ai plus le timer en tête, mais ça doit se retrouver facilement. Le Parlement, sur la base de cet avis, votera ou ne votera pas l'assentiment, la ratification de l'accord. Il rentrera en vigueur puisque de toute façon la majorité de ratification au Conseil est acquise. Le temps que la ratification se mette en place et soit obtenue sur les 27 États membres, on verra, on aura probablement déjà une première estimation de ses effets. Euh, Moi, là, pour le coup, je crois qu'on a raison de craindre, mais je ne sais pas si je ne sais pas si la catastrophe va se produire. C'est toujours le problème, c'est que on disait pique-pendre aussi du CETA. Finalement, il n'a pas été si mauvais que ça. Le problème, Lucille l'a rappelé, c'est pas de savoir si oui ou non on fait des bons accords de commerce ou pas, ou si ça profite de façon à court terme à nos producteurs de fromage ou à nos vendeurs de Mercedes. La vraie question, c'est de savoir si c'est exactement comme ça, si c'est le cœur du projet sur lequel on doit aller. Or là, pour le coup, marge de manœuvre sur le Mercosur ou pas, je crois surtout qu'il n'y a plus les majorités culturelles et politiques pour mettre en place ces politiques-là. C'est pas dit qu'elles reviennent pas. La façon dont Trump est en train de polariser cette fois-ci, même contre lui, des gens qui auraient dû normalement être très transatlanticistes euh, et qui se disent que bah, finalement il faut peut-être parler un petit peu plus et un petit peu plus fort de protection européenne ou de souveraineté. Je ne sais pas hein, ce que ça peut donner, mais peut-être que la ruse de l'histoire hegelienne que représente Trump pourra nous aider. Mais là, pour le coup, je suis pas prophète, moi. Hein. Non, moi je dirais que l'une des difficultés quand on a été aussi loin, et en plus ça intervient après, comme on l'a rappelé, un très long processus de 20 ans, c'est que si l'accord ne voit pas le jour, eh bien, je suis pas sûr que la déforestation va s'arrêter en Amérique latine. Et je pense que moi, je serais davantage pour l'idée, maintenant que l'accord a été enrichi, je pense que s'il était ratifié, je pense qu'il y a un enjeu d'application, comme on l'a dit, et de la capacité à pouvoir discuter de sujets qui sont des sujets qui fâchent, parce que l'idée de faire la morale sur la déforestation, enfin, l'Union européenne ne pourra pas engager ça si elle-même, elle n'a pas adopté son règlement. Donc il y a cet enjeu-là. Au fond, est-ce qu'il ne vaut pas mieux garder le lien, y compris en signant un accord qui n'est pas parfait, mais qu'on a enrichi, sur lequel on a obtenu beaucoup de concessions, plutôt que le refuser? Et je voulais rappeler en ce sens que la saisine du Parlement européen, de la Cour a été obtenue par une résolution qui mêle les voix des écologistes et celles de l'extrême droite. Et qu'on voit bien que ce n'est pas les mêmes motivations. Que l'extrême droite, ce qu'elle veut, évidemment, elle déteste l'écologie et elle veut faire un acte, c'est pas démagogique, mais en tout cas montrer aux agriculteurs qu'elle les soutient, quel que soit le modèle d'agriculture qu'ils pratiquent. Donc c'est quand même ça le sujet. C'est-à-dire que, comme souvent dans des alliances un peu improbables, comme on a eu aussi quand même à l'Assemblée nationale pour rejeter la loi sur l'immigration, des choses comme ça. Enfin voilà, on assiste aujourd'hui au fait de mêler les voix avec l'extrême droite au moment où elle est en grande dynamique à l'échelle européenne. Et ça, c'est pas favorable à l'écologie. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? D'ailleurs, ça a été un des éléments, on n'en a pas parlé, mais ça a été un des éléments pour critiquer le fait que les Verts
on voit que de toute façon c'est ça la politique, hein. On peut toujours trouver une manière de critiquer quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais en tout cas, faisons attention au fait que garder des perspectives, c'est pas toujours dire non, et que bon, il y a jamais eu d'organisation mondiale de l'environnement. C'est un point qui a été discuté et rediscuté dans des articles de doctrine. On peut considérer que les COP sont là pour faire une sorte d'organisation mondiale de l'environnement, mais enfin, on voit qu'elle-même, elle marque le pas. Et donc, toute la question qui est devant nous, c'est comment est-ce que, dans une société où il y a moins de multilatéralisme, on arrive à installer une progression des dynamiques écologiques, avec quels outils, et comment le faire, alors même qu'actuellement, la majorité qui est au pouvoir, enfin, la majorité au Parlement européen n'est pas favorable à l'écologie, qu'Ursula von der Leyen a renié ses engagements sur le pacte vert. C'est comme si elle devenait progressivement une sorte de Donald Trump modéré, je trouve, parfois. Et que les États membres, ayant très peur des échéances internes, ont tendance à donner crédit plutôt à un backlash écologique. Donc, par rapport à ce que tu dis, Mathilde, le sujet, c'est l'articulation entre l'interne et l'externe. Et il me semble que pour pouvoir imaginer une perspective externe, il y a vraiment un enjeu par rapport aux échéances internes, électorales, qui viennent. Comment est-ce qu'on remet sur pied une sorte les idées écologiques dans les échéances qui viennent, pas forcément portées uniquement par les Verts. C'est-à-dire, on peut imaginer que d'autres les portent. Mais en tout cas, il faut refaire dans le débat politique intérieur une place à l'écologie et pas seulement mêler ses voix à celles du RN quand on dit qu'on veut défendre le social. Ça me semble être un vrai sujet. Et au fond, ce qui s'est passé au Parlement européen peut être une source de confusion, me semble-t-il. Et par rapport à ça, Édouard, tu soulignais donc le problème de l'idéologie de la Commission européenne, etc. Et par rapport à tout ce qui est quelque part qui a été plus ou moins détricoté, abandonné, en tout cas plus défendu et mis en avant. Est-ce que tu vois des perspectives de ce côté-là par rapport aux forces en présence Alors, pas de la Commission européenne, de la DG Trade, j'insiste. Je me refuse mordicus à mettre tous les Oui, fonctionnaires de la Commission. pardon. Oui, mais c'est important parce qu'en France, justement, on a tendance à considérer la Commission comme un grand bloc de bureaucrates apatrides, pour citer le général de Gaulle. Et c'est très, très agaçant. C'est un mépris humain pour les gens qui travaillent là-bas. Il y a des gens très convaincus par l'Europe, par l'écologie. Donc, faut arrêter ce genre de bashing. C'est extrêmement... c'est méprisant, voilà, tout simplement. Alors, ensuite, non. Non, je vois pas d'évolution pour le moment. Je vois pas d'évolution pour plusieurs raisons. La première, c'est les gens de la Commission européenne sont recrutés sur concours. Or, les concours, bah, il faut les réformer si on veut changer les gens qu'on recrute. Deuxièmement, je ne vois pas non plus de changement parce que le problème, il vient pas de la Commission en tant que telle, et certainement pas uniquement de la DG Trade, il vient des administrations nationales. Les administrations nationales aussi sont parfois dominées, et quand je dis les administrations, c'est aussi parfois les opinions publiques nationales, sont dominées aussi par un certain nombre de réflexes. La France n'a jamais été libre-échangiste. Jamais. C'est dans son histoire. Elle a conclu des traités de libre-échange dès 1860, mais elle a toujours été extrêmement réticente à faire du libre-échange. C'est pas nouveau. L'Allemagne ne l'était pas, et puis elle l'est devenue à partir de 1945. Et aujourd'hui, c'est tellement profondément ancré dans leur ADN politique que les Verts se font taper dessus parce que justement, ils ne sont pas libre-échangistes quand ils votent contre le Mercosur. Valérie Hayé, présidente du groupe Renew, qui a voté qui a voté en faveur de cette résolution du Parlement européen, s'est fait taper en interne extrêmement fort, et pas simplement par les Allemands, mais par tous les Scandinaves et tous ceux qui se réclament d'une forme de libéralisme libre-échangiste à l'intérieur de son groupe. Donc le problème, c'est pas que la DG Trade, même si on a un problème parce que c'est quand même eux qui tiennent le crayon dans les négociations. Le problème, c'est qu'un grand nombre de nos élites économiques et politiques n'ont pas pris acte du fait que nous ne sommes plus au consensus de Washington, nous ne sommes plus dans les années 90 de la mondialisation heureuse. Nous ne sommes plus ici pour défendre les intérêts établis d'une poignée d'industriels et d'agriculteurs, j'insiste, et d'agriculteurs, parce que le groupe Avril, on va pas me faire croire qu'il défend les petits paysans, qui sont justement
totalement bénéficiaires des accords de commerce que nous faisons, des organisations de notre production, etc., etc. Donc là, pour le coup, Mathilde, je suis désolé, tant qu'il n'y a pas de mouvement culturel pour changer les majorités culturelles et politiques, donc, je ne vois pas du tout d'espoir. Je pense qu'il faudrait quand même, s'il y a des questions, qu'on puisse y répondre, mais je vois que leur file, bon, en même temps, s'il n'y en a pas, on peut continuer, hein. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Ou sinon, Lucille, si tu veux rebondir par rapport à ça, sur les évolutions même internes. Oui, je pense que ça fait assez longtemps qu'on a compris que le commerce international n'apporterait pas le bien-être à tous et la démocratie aussi. Je pense que c'était aussi, je rappelle que c'était comme ça, c'était sur cette base que l'adhésion de la Chine à l'OMC avait été vraiment encouragée. Mais je pense qu'un des points surtout qui est apparu très fortement à Belém, c'est la question de la compatibilité entre la transition écologique et le développement. Et que du coup, l'enjeu commercial pour des grands pays, pour les BRICS, pour des grands pays en développement et pour des pays d'autres, des plus petits pays en développement, c'est un sujet, alors même qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'aide au développement, les difficultés budgétaires, le fait que l'USAID a été complètement supprimé, tout ça tend évidemment les pays du Sud vis-à-vis ceux du Nord, qui sont eux-mêmes divisés. Et donc cette question de comment est-ce qu'on articule développement et transition écologique et limites planétaires a pris une nouvelle acuité, me semble-t-il, et en tout cas est devenu un irritant très important. On l'a vu, on l'a vraiment vu à Belém. Et là-dessus, l'Union européenne ne rassure pas les pays du Sud parce elle est tellement en fait encalaminée, tiraillée, traversée par la montée de l'extrême droite, des populismes en son sein. Giorgia Meloni est devenue une sorte d'icône européenne maintenant, c'est quand même assez particulier. Et donc, elle a cette incapacité de projection positive vis-à-vis de ces pays. Et ça me semble être un point essentiel. Si tout ce qui, enfin, pour devenir une puissance, puisque c'est ça le grand débat aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe pourrait être une puissance, qu'est-ce que ça veut dire être une puissance dans le monde d'aujourd'hui et surtout de demain, etc. Pour qu'elle puisse euh, s'assumer de manière plus politique, il y a évidemment un enjeu de relation à définir vis-à-vis des pays du Sud qui doit être, qui ne peut pas être seulement commercial, qui est aussi comment est-ce qu'on fait en sorte que votre développement puisse s'articuler avec un mieux-être humain et plus de transition écologique. Et aujourd'hui, on voit bien que l'Union européenne est assez incapable, enfin, d'avoir ce débat déjà en son propre sein sur comment est-ce qu'on fait par rapport aux défis sociaux que pose la transition écologique, en termes de politique d'emploi, en termes de création d'emplois, en termes d'inégalité environnementale et sociale. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a toute une... il faut, d'une certaine manière, associer des notions qui n'ont jamais été associées. Associer commerce et présence géopolitique, politique, associer développement, enjeux de développement et enjeux écologiques, associer beaucoup l'interne et l'externe. Ce que nous disent les agriculteurs, c'est qu'au fond, ils sont à la fois perçus comme parfois un secteur ou des populations minoritaires dans leur propre société, alors qu'ils sont ultra sensibles à la mondialisation. C'est tout l'intérêt et tout le paradoxe de ce qu'est le secteur agricole et le sort des agriculteurs. Devenu très minoritaire dans les populations actives et totalement exposé à la concurrence internationale. Et ça, c'est un sujet emblématique pour nous, écologistes, lorsque nous voulons penser l'articulation entre le social, l'environnemental et la géopolitique. Je vous rappelle le scandale, c'était, je ne sais plus quand c'est ce que c'était, mais de ces lasagnes à la viande de cheval, et on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait un trading en fait de la viande qui s'appelait le minerai à Amsterdam. On est sur des et c'était donc des petits chevaux roumains qui avaient été abattus, etc. Donc on s'aperçoit ces scandales sanitaires, ils nous font réaliser aussi que il faut restructurer le secteur agricole, redonner de l'importance aux petites exploitations. Ce qui est assez effrayant aussi sur ce qui se passe sur le Mercosur, c'est qu'on voit être d'accord la coordination rurale extrêmement proche du Rassemblement national,
et la Confédération paysanne, plutôt proche des écologistes, sur le motif de garantir le niveau de vie des éleveurs de bovins. Et Dieu merci, il faut faire tout ce qu'il faut pour le garantir. Mais là, on voit des alliances, c'est pas seulement au Parlement européen, c'est aussi en termes d'acteurs politiques nationaux, alors même que celui qui préside la coordination rurale a dit il faut crever les écologistes, et est poursuivi là-dessus en justice par France Nature Environnement. Donc on est dans des situations qui sont assez paradoxales, mais qui nous éclairent aussi sur nos renoncements et le fait qu'on ne peut plus se contenter aujourd'hui de faire la politique en gagnant du temps. Oui, et puis ça nous éclaire en plus, enfin ça nous rappelle que bah, la question n'est effectivement pas que commerciale, et c'est la question de quel mode d'organisation, de production, de société on veut pour demain dans nos pays européens, quelle agriculture, quelle industrie, puisqu'on est arrivé quelque part au bout et aux incohérences totales du modèle qui s'est développé, qui avait ses intérêts au début, bah, la PAC dans les années 50 évidemment, redévelopper une productivité, etc. Mais on voit maintenant les non-sens cette libéralisation trop pas assez régulée et des conséquences sociales, environnementales. Donc ça nous réinterroge sur cette urgence. Est-ce que tous nos participants, vous pouvez prendre la parole, mais à ce moment-là, il faudrait que vous leviez la main et comme ça, on vous donne la parole oralement pour une petite question. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou parce que je vois pas de questions dans le chat, mais c'est aussi un lieu, une occasion d'échange, donc n'hésitez pas. C'est étonnant d'ailleurs, sur les précédents, on avait on avait suscité plein de questions, là on a écrasé. C'est étonnant. Ah oui, donc Michel Vadré, à vous la parole. Oui, je voudrais commencer par vous dire beaucoup merci. Je trouve que c'était tout à fait passionnant tout ce que vous nous avez dit depuis le début, même si moi je venais en me disant que j'aurais rapidement compris si finalement le Mercosur c'était bien ou pas bien pour les agriculteurs français. J'ai toujours pas très bien compris, mais c'est pas grave. Je crois que ce que j'ai compris, c'est que le sujet était beaucoup plus large. Ma question porte sur un point que vous avez tous les deux évoqué tout à l'heure, qui est celui de la taxe carbone aux frontières et de ce qu'on peut faire face à la réaction des agriculteurs sur la question des engrais. Moi, je dois dire que jusqu'à ce que ce débat arrive sur la place publique, donc il y a quelques semaines, je trouvais que intellectuellement, l'histoire de la taxe carbone aux frontières, ça paraissait extrêmement intelligent pour équilibrer les choses entre des pays moins regardants sur les questions écologiques et puis des pays européens. Quand cette question posée par les agriculteurs est arrivée sur le devant, on se dit c'est très bien, ça va les obliger à utiliser moins d'engrais. Et puis on se dit tout de suite après, oui, mais on va pas les tuer. Je crois que Édouard l'a dit à un moment. Il y a un problème de transition dont on sait bien qu'il peut pas se faire en quelques semaines. Donc concrètement, face à un problème de ce genre-là, très sensible, avec un objectif de fond qui paraît tout à fait cohérent, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que les choses se passent à peu près bien? C'est une question très opérationnelle, excusez-moi, mais je me la posais en vous écoutant. Vas-y Édouard, moi je répondrai à Michel sur les agriculteurs. Elle est très juste, et effectivement, on se retrouve dans une situation qui rappelle en fait celle des Gilets jaunes. Avec les meilleures intentions du monde, et peut-être pas toujours une grande transparence sur l'affectation budgétaire, on décide d'augmenter et de renchérir le coût du carburant pour inciter les gens à changer leur mode de vie, de fonctionnement, etc. Et qu'est-ce qu'on fait en fait en faisant ça? C'est-à-dire avec les meilleures intentions du monde, je le répète, on met les gens dans une situation de tenaille absolument intenable. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils sont entre entre l'enclume de tous les choix qu'ils ont fait jusqu'ici, choix économiques, dont la plupart sont des choix qui sont incités, ce ne sont pas des choix qui sont entièrement valorisés et volontaires, évidemment, mais aussi ils sont entre cette enclume-là de leur situation et le marteau de la nouvelle législation qui leur dit tous les choix que vous avez faits sont mauvais et il faut le changer tout de suite. Donc les agriculteurs sont à peu près exactement dans la même situation. Les agriculteurs, eux,
Je pense, à part quelques fous furieux, si on leur propose de diminuer les engrais, diminuer les pesticides, de passer à des modèles plus respectueux de leur santé, de la nature et de leurs consommateurs, j'en connais pas beaucoup qui vont dire non. En tout cas, je le répète, à moins d'être des fous furieux ou complètement idéologisés, ce qui existe aussi, hein, il y a des marginaux partout, on n'aura pas de réponse négative. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut les accompagner dans la transition. Ça me paraît tellement évident que je ne comprends pas que nos pouvoirs publics soient devenus aussi timorés. La vraie question, c'est on leur propose des instruments incitatifs pour le changement, mais on les laisse tout seuls en leur disant, tu sais bien nager, tu vas traverser l'océan. Ben non, c'est absolument impensable. Donc là encore, Lucille a raison d'insister sur ce court-termisme. Mais en fait, que fait la France? Elle demande l'exemption provisoire des agriculteurs. Non, non, non. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que, puisqu'on a des problèmes budgétaires, ok, eh bien, on affecte l'argent de cette taxe carbone à la compensation des agriculteurs. On récupère cet argent, éventuellement, on le rallonge. Je sais que nous avons des problèmes budgétaires, mais il faut savoir où est-ce qu'on met nos priorités. On rallonge et on fait en sorte que, soit par des dispositifs européens, ils existent, même s'ils ne sont pas très très profonds, soit par des dispositifs français ad hoc, on s'arrange pour que nos agriculteurs soient progressivement capable de payer un peu plus cette taxe carbone aux frontières, dont le principal objectif est très simple, c'est de mettre un prix au carbone, un prix sur le carbone, pas simplement dans l'Union européenne, mais dans le reste du monde. Donc, d'avoir un impact au-delà simplement de nos frontières. Je suis désolé, j'enfonce une porte ouverte à grande vitesse, mais je ne vois pas comment on peut se sortir de ce genre de situation si à chaque fois qu'il faut franchir le pas, on parce que s'il y a de la souffrance derrière et qu'il faut la reconnaître, au lieu d'accompagner cette souffrance, on dit ah, vous avez raison, on retirera le sparadrap la semaine prochaine. Il y a un énorme problème de lâcheté politique et de démagogie, pour ne pas dire de populisme, de démagogie de la part des pouvoirs publics. Mais je n'attends rien d'Annie Genevard, qui est une ministre de la FNSEA et certainement pas des agriculteurs. Moi, je pense que merci Edouard. Je pense que ce qui est important dans ce que tu dis, Michel, c'est que quand on parle de taxe carbone aux frontières, on n'évoque jamais l'agriculture. On parle de l'industrie. Et au fond, il y a une façon d'aborder les enjeux agricoles et le sort des agriculteurs, toujours dans une espèce de particularisme qui est lié peut-être au fait qu'il y a la PAC, etc., mais qui est lié aussi à une sorte de culpabilité qu'on a vis-à-vis des agriculteurs parce qu'on sait que leur vie est difficile. C'est comme ça qu'ils sont présentés, hein, et sans suffisamment d'ailleurs faire, comme on l'a dit, la différenciation entre les grands groupes agroalimentaires, Avril, etc., et puis effectivement la vie de quelqu'un qui a des vaches laitières, qui a une petite exploitation, etc. Donc il y a cette espèce de difficulté tout simplement à se représenter la réalité de ce qu'est être agriculteur en France et dans l'Union européenne. Et Edouard rappelait que les agricultures sont très différentes en fait d'un pays de l'Union européenne à l'autre. Et que déjà en France, on a différentes manières d'être agriculteur, différents types de revenus, etc. Donc il y a taxe carbone. Moi, j'ai jamais entendu parler de l'agriculture avec la taxe carbone aux frontières. J'ai entendu parler des voitures, j'ai entendu parler de la façon dont ça pouvait relancer notre industrie. J'ai jamais entendu parler des agriculteurs. Alors, par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il fallait qu'on réponde très clairement sur est-ce que c'est bon ou mauvais pour les agriculteurs français, c'est vrai que on s'est posé la question en préparant le webinaire. Moi, je disais, mais est-ce que je vais avoir un oui ou un non tranché? Alors, mon sentiment, c'est, comme j'ai essayé de le dire, que ça dépend évidemment des catégories et que sont d'abord concernés les producteurs de bœuf, les éleveurs, les éleveurs de vaches laitières, les secteurs viande et produits laitiers. Après, tout de suite, j'introduis la nuance, puisqu'il y a l'histoire des appellations d'origine contrôlée pour les fromages, etc. Et il me semble assez clair que pour des viticulteurs qui exportent, l'accord est bénéfique, et puis on l'a dit sur les producteurs de cognac. Mais on peut dire aussi que l'accord, si tu le regardes dans le temps, est un accord qui retarde, enfin qui d'une certaine manière rend plus flou la nécessité de modifier le modèle agricole pour être dans la transition écologique. Ça, je pense quand même, on doit le dire, on doit l'assumer. Et c'est ce qu'ont ressenti les étudiants d'AgroParisTech. Lorsqu'ils ont dit c'est pas le modèle d'agriculture qu'on veut, d'une certaine manière, ils nous ont invités, au-delà
de l'accord, genre est-ce que ça rapporte, est-ce que ça rapporte pas, à le regarder en perspective et à dire, au fond, là, est-ce qu'on n'est pas en train de légitimer un modèle agricole qui est l'inverse du modèle qu'il faut avoir lorsqu'il s'agit de mettre en place la transition écologique. Donc ça, disons-le, oui, c'est l'inverse du modèle agricole qu'il faut avoir lorsque on met en place la transition écologique. Simplement, je ne suis pas sûre que ce soit aujourd'hui ce qui justifie les mobilisations agricoles, je suis même sûre du contraire, puisque là, pour le coup, ce qui mobilise, c'est la peur de ce qui va arriver, la question de la perte de revenus et une forme de court-termisme social qui est bien, bien compréhensible. Et ce que je voudrais dire aussi par ailleurs, c'est que c'est bien de dire ça à propos du Mercosur, mais que quand Gabriel Attal est devenu Premier ministre en janvier 2024 et que pour répondre à la mobilisation des agriculteurs, il a décidé de réintroduire le glyphosate et que on a décidé d'arrêter de mesurer les pertes de biodiversité avec le bon indicateur. Au fond, l'un des paradoxes qu'on constate actuellement, c'est qu'on fait porter sur le Mercosur des critiques qu'on pourrait faire porter sur l'évolution de notre politique agricole et sur lequel la pétition contre la loi du plomb a été dire qu'il y a quand même un grand nombre de citoyens français qui sont contre. Donc, comment est-ce que on va pouvoir faire en sorte que les choses s'articulent? Je crois que c'était, au fond, ce webinaire, s'il a essayé de faire quelque chose, c'est de montrer comment on peut réussir à faire interagir des choses qui sont présentées indépendamment. Et certainement, il a plutôt complexifié d'ailleurs la vision de la situation. Mais je résumerai en disant, ne séparons pas la politique intérieure, effectivement, de ce qui se passe. Enfin, on voit bien, sur la France, c'est la politique intérieure qui a été déterminante sur la position d'Emmanuel Macron. Ne séparons pas ce qui se passe au niveau de Bruxelles de ce qui peut se passer en termes géopolitiques. Ne séparons pas la conférence de Belém de la conclusion de ces accords. Ne séparons pas le sort des pays du Sud qui doivent pouvoir se développer la transition écologique. Et surtout, voyons le sort des agriculteurs français notamment, en lien avec les mobilisations de la société, de façon à ce que chacun d'entre nous, lorsqu'il n'est pas agriculteur, comprenne bien les tenants et les aboutissants de l'avenir de l'agriculture dans la transition écologique, alors qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes encore mus souvent par l'ignorance. Parce que je ne suis pas sûre que chacun connaisse en France ces questions de différence de revenus, ces questions de différence de revenus selon le secteur dans lequel on travaille, selon le territoire où on se trouve, selon l'évolution des marchés mondiaux. Donc je trouve qu'il y a un enjeu de culture générale citoyenne, en fait, sur ces questions-là, pour faire le lien entre les questions alimentaires et les questions de revenus des agriculteurs. Et je voudrais, nous, on travaille actuellement à la Fabrique écologique, donc sur cette note, bon, j'espère on va réussir à faire paraître avant le Salon de l'agriculture, sur les savoirs vernaculaires paysans, avec l'idée qu'au fond, il faut aussi ressusciter des savoirs qui étaient traditionnels et qui ont été en quelque sorte supprimés ou suspendus ou laissés de côté par cette espèce d'industrialisation de l'agriculture et puis de systèmes assez technocratiques, de subventions, de complexification administrative. Le sujet, c'est pas toujours de défendre la surtransposition, c'est aussi de retourner à une agriculture qui soit comprise concrètement par chacun. Voilà, je m'emporte un petit peu, mais tu as raison, Michel, il n'y avait pas de réponse simple sur est-ce que l'accord est défavorable aux agriculteurs français. Merci beaucoup pour ces rappels cruciaux, Lucille, sur effectivement l'évolution entre autres de notre agriculture, mais en lien aussi avec la société, et c'est vraiment très important. Et effectivement, il y a des ponts qui ont été faits pour la pétition contre la loi du plomb, et ces ponts sont à faire, et aussi les ponts nord-sud, et mettre en avant les intérêts qui nous unissent et pas des intérêts divergents, parce que c'est la réalité. Agriculteurs comme société civile ont intérêt à ce qu'on ait un mode de production plus vertueux, qui sera meilleur pour nos écosystèmes, notre santé à tous, etc. Mais je voudrais rappeler, Mathilde, avant qu'on termine, que toi, tu as travaillé toute ta vie avant d'être à la Fabrique écologique sur ces sujets. Et donc, oui. J'aimerais aussi que tu nous donnes un point de vue en conclusion. Je me rappelle, j'ai effectivement travaillé 2 ans à la Fédération nationale des agriculteurs bio, et énormément de responsables agricoles de cette fédération étaient des agriculteurs qui sont passés en bio suite à un cancer qu'ils ont eu à cause des produits toxiques qu'ils ont utilisés. Et évidemment, il y a certaines personnes qui avaient déjà cette conscience avant, mais il y en a beaucoup qui, en fait, pour des raisons de santé,
liées à l'agriculture intensive productiviste, qui voilà, ont eu une révélation. Enfin, se sont dit non, on peut pas continuer comme ça, c'est pas normal. Et donc les agriculteurs les premiers ont intérêt à ce que ce modèle change. Alors évidemment, comme disait Édouard, il y a des gens qui représentent des intérêts particuliers, hein, comme dans les secteurs industriels. Mais par contre, je pense que pour que ça change, il faut agir au niveau des agriculteurs, mais on est obligé d'agir au niveau de toute la chaîne. Et par exemple, le plan Ecophyto qui visait à réduire les pesticides en France a été un échec total. Ils n'ont pas réduit, ils ont augmenté. Mais parce qu'on s'est intéressé qu'à l'échelon des agriculteurs, mais pas à l'échelon des industries de transformation, de la distribution, etc. Et donc ces filières vertueuses qui existent, mais de façon pas encore à assez grande échelle, eh bien pour les soutenir, il faut que toute la chaîne soit. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément, beaucoup plus d'argent. Il y a eu des tas d'études qui vont pour soutenir l'agriculture polluante et pas pour soutenir l'agriculture bio. Et donc effectivement, il faut avoir des positions de politique publique beaucoup plus engagées, radicales, et mettre l'argent là où il faut, pas supprimer l'agence bio. Mais voilà, le bio c'est une piste parmi d'autres, mais c'est possible, on peut nourrir la France et l'Europe. Il y a eu des études INRAE avec une agriculture sans pesticides, on le sait, c'est possible. Mais maintenant, il faut avoir le courage de s'engager vers ça et de soutenir les gens qui le font déjà. Merci Mathilde, je trouve que c'est une excellente conclusion, non? I totally concur. Merci à tous, merci beaucoup Édouard, merci Lucille, merci Michel Badret d'être intervenu, et merci à tous les participants. Et donc je vous rappelle que ces webinaires sont enregistrés, vous pouvez les voir sur notre chaîne YouTube, mais on vous enverra les liens avec les replays. Et on aura donc effectivement un prochain webinaire en lien avec l'Afrique, qu'on avait au début prévu en décembre, mais c'est au niveau calendrier, les gens n'étaient pas disponibles à cette période. Donc on vous préviendra dès que la date sera fixée de la date de ce prochain webinaire. Donc merci encore à tous et à très bientôt.